Il est militant écologiste, poète, réalisateur. Son film Demain a obtenu le César du meilleur documentaire en 2016 et il est maintenant romancier. Merci Cyril Dion d'être avec nous. Vous publiez donc chez Actes Sud votre premier roman, Imago, qui suit les trajectoires de plusieurs personnages avec en toile de fond le conflit israélo-palestinien et notamment celle de Nader, un jeune Palestinien qui veut empêcher son frère de commettre un attentat en Europe. Cyril Dion, d'abord, pourquoi un roman? On ne vous attendait pas forcément là. Mais en fait, j'écrivais des romans avant de faire Demain et avant d'être militant écologiste. Ce livre, en l'occurrence, j'ai commencé à l'écrire en 2006 alors que j'organisais des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imams et de rabbins pour la paix. Donc à l'époque, je passais beaucoup de temps en Israël et en Palestine. Et je crois, d'après ce que j'ai lu dans un entretien, que vous aviez déjà commencé ce livre il y a 10 ans. Oui. Et que vous aviez un peu raccroché et que vous avez repris à l'été 2016. Oui, j'avais pas terminé. Et en fait, au moment où la tournée de Demain a connu une espèce d'accalmie, j'ai eu envie de le reprendre. Et j'ai eu aussi envie d'utiliser la fiction pour explorer d'autres territoires que le documentaire. Et il me semble que la fiction est un bon moyen de nous identifier à un certain nombre de personnages qui sont tellement loin de nous que ça nous permet de comprendre le monde d'une autre façon. Et justement, qu'est-ce que vous a apporté la fiction en prenant comme point de départ, je le disais, le conflit israélo-palestinien? Qu'est-ce que vous pouviez dire? Ce que je cherchais à montrer, en fait, c'était des trajectoires de personnes qui sont dans des contextes assez dramatiques et des sujets qu'on a toujours tendance à regarder de haut, plutôt de façon géopolitique et de façon rationnelle, alors que ce sont des personnes qui vivent ça. Quand on vit à Gaza et qu'on est au milieu d'un territoire qui est ravagé par les bombes, qu'on a une partie de sa famille qui a été assassinée, on ne peut pas demander à cette personne-là d'avoir une réflexion politique et de se dire « mais oui, mais en fait, les gens que vous avez en face de vous, les Israéliens, ce sont aussi des gens qui ont des familles et qui sont chouettes, etc. » puisqu'ils sortent de 15 ans d'embrigadement. Et les gens qui sont de l'autre côté et qui ont peur que leurs enfants soient tués dans un attentat dans un bus, de la même façon, n'arrivent pas à réfléchir de façon rationnelle. Et donc je trouvais que aborder ce conflit et ces situations-là par l'intime, et par des trajectoires personnelles était une façon de le comprendre de l'intérieur et pas simplement par des news où on voit la dernière incursion qui a à nouveau mis en conflit ces deux populations et qui nous permet pas vraiment de comprendre ce qui se passe. De quoi s'est nourri votre roman? De ces rencontres que vous aviez faites justement il y a quelques années? Oui, il s'est nourri de tout ça. Il s'est nourri des rencontres que j'ai faites. Par exemple, il y a une scène dans le livre qui est autobiographique, qui est la rencontre avec le président palestinien, qui est largement inspirée de la rencontre que j'ai eue avec Yasser Arafat en 2004, quand on négociait la sortie des imams palestiniens pour qu'ils participent à nos congrès d'imams et de rabbins pour la paix. C'est aussi nourri de mon expérience de militant, puisqu'il y a un des personnages, Amandine, qui est une militante d'abord plutôt dans l'humanitaire et ensuite dans le champ écologique. Ça s'est nourri de mes lectures et de mes réflexions sur le monde, puisqu'il y a un des personnages qui est un fonctionnaire d'une sorte de FMI un peu imaginaire, et qui, lui, est plutôt embrigadé dans j'ai envie de dire, dans la pensée ultra-libérale, alors que Khalil... Une espèce de distance aussi sur la situation. Hein. Oui, disons que lui, il a décidé de se mettre à distance de l'humanité parce qu'il a énormément souffert dans son enfance et qu'il n'arrive plus à vivre les relations humaines de façon traditionnelle. Donc, pour lui, les tableaux Excel, les rapports et la littérature, c'est une façon de se mettre à distance des autres et de la souffrance. Est-ce que le fil rouge pour ces personnages, c'est la recherche de la liberté, de leur liberté? Absolument. C'est un livre qui essaye d'observer les trajectoires intimes de personnages qui sont enfermés, certains dans des territoires, d'autres dans des croyances politiques, religieuses, idéologiques, certains enfermés dans leur souffrance, et qui du coup ne vivent pas forcément les vies qui sont les leurs, qui vivent des trajectoires qui leur sont imposées par l'extérieur. Et ça, je crois que c'est un sujet qui m'habite depuis très longtemps, d'essayer de comprendre comment on peut casser ce carcan-là pour trouver notre propre intégrité et notre capacité de choisir notre vie et de devenir des êtres humains conscients, responsables et libres. Quel était votre carcan, Cyril Dion? J'ai plein de carcans, comme tout le monde. J'ai des carcans de souffrance, d'enfance, de contexte dans lesquels je suis né. Je suis né dans un milieu plutôt bourgeois, plutôt catholique, plutôt à droite, de vous avez été dans la parents transgression? divorcés.
Oui, moi je pense que j'ai eu envie d'aller chercher autre chose. Donc c'est vrai que je suis devenu plutôt de gauche, altermondialiste, antimilitariste avec un grand-père militaire. Et, hum, et c'est riche à la fois. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir connu des mondes parallèles. Pourquoi ce titre Imago qui signifie le stade final du développement d'un individu, justement pour tout ça, pour cette recherche de la liberté? L'imago, en fait, c'est le stade ultime de développement d'une larve. Donc une larve, au moment où elle se transforme, donc par exemple un papillon, quand il sort de son cocon, ce stade-là, c'est l'imago. Mais un cocon, c'est réconfortant. Un cocon, c'est Normalement. réconfortant, ou ça peut être quelque chose qui vous enserre et qui vous enferme. Donc ces 4 personnages dans le livre cherchent à sortir de cette espèce de gang dans laquelle ils sont enfermés pour se déployer. Cette histoire, c'est aussi celle d'un arrachement, hein. C'est la scène de départ, hein, du livre, et d'une identité troublée entre deux mondes pour Nader. Pourquoi avoir voulu écrire sur ce personnage déchiré, encore une fois? J'avais envie, en tout cas, de mettre en relation des mondes qui ne sont pas forcément corrélés dans la façon dont on en parle d'habitude. Et il se trouve que le conflit israélo-palestinien, on le voit toujours comme l'affrontement de ces deux peuples, alors que pour moi, il y a une triangulation évidente avec l'Occident. On sait très bien que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les Français et surtout les Anglais ont démembré tout ce territoire qui était l'Empire ottoman, en y traçant des frontières qui étaient un peu en dépit du bon sens par rapport aux communautés ethniques, culturelles, religieuses qui vivaient là-bas et qui avaient une volonté un peu délibérée de diviser pour mieux régner, et qu'ils ont créé une poudrière. Et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs de ce conflit, je pense notamment à Elie Barnavi, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, appellent à une intervention extérieure en disant il y a très peu de chances qu'on arrive à s'en sortir tout seul. C'est comme deux personnes qui se battent et qui sont dans une espèce de furie. Elles ne sont pas en mesure de prendre le recul nécessaire pour décider de faire la paix. Donc lui, par exemple, plaide pour une intervention de l'ONU qui séparerait les territoires militairement pendant plusieurs années, le temps qu'ils puissent se développer économiquement. Et voilà, et donc la façon dont j'ai tissé les histoires entre les personnages, entre Paris et Israël et la Palestine, essayer de mettre en scène cette triangulation-là. Je voudrais revenir à votre engagement pour la planète. Où en est-il? Il va bien, il vous embrasse. Je rappelle que vous avez créé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi, hein, bien évidemment. En fait, on a fait une longue tournée là pour les élections présidentielles qui s'appelait Le Chant des Colibris, avec beaucoup d'artistes, avec Alain Souchon, M, Isia, Arthur H, etc. Pour essayer à nouveau de mobiliser les gens sur les territoires pour qu'ils s'y mettent et pour faire en sorte que cette question-là soit vraiment entendue dans les élections présidentielles. Et on a le sentiment qu'on a en tout cas rempli notre mission, nous et tous les autres qui ont travaillé sur ces sujets-là. Aujourd'hui, Nicolas Hulot est en position de faire avancer des sujets de façon importante et je pense que c'est plus que jamais nécessaire de le soutenir. Vous lui faites confiance? Je lui fais confiance dans la mesure où je le connais bien et qu'on discute, on a encore discuté la semaine dernière et je sais qu'il est non seulement totalement conscient des enjeux mais très désireux de parvenir à des résultats ambitieux, même si c'est pas toujours facile dans le contexte du gouvernement actuel. Et puis, parallèlement à ça, je continue. Moi, je suis en train d'écrire un autre film, qui est une fiction cette fois, et qui est une sorte de continuité de demain, et qui essaie à l'image de ce que j'ai déjà fait avec Mélanie Laurent, avec ce documentaire, de susciter un nouvel imaginaire. Pour moi, aujourd'hui, on a une bataille culturelle à remporter. À partir du moment où une majorité de personnes dans la population imaginera le monde de demain différemment, et verra un certain nombre de choses du monde actuel comme des aberrations, on aura gagné. Ensuite, ça se traduira dans les faits. On suivra ça avec intérêt, bien évidemment. Merci Cyril Dion d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous venez donc de publier ce livre, Imago, aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous.